D'où vous voyez la construction, on peut difficilement en imaginer une qui fasse de l'accès au réel un procès aussi problématique. Freud fait bien, ici et là, des références extrêmement timides à l'expérience biologique qui doit enseigner que la décharge ne doit pas être amorcée avant que l'indice de réalité ne soit là, et en gros, qu'il ne faut pas y aller trop fort du côté de l'investissement des souvenirs de satisfaction. Parce qu'à ce moment-là, on est conduit à l'hallucination. Mais il m'a semblé que ces références n'entraient pas du tout dans sa construction. Elles sont en plus. Voilà le complément que je voulais apporter à ce que le docteur Lacan nous avait dit quant au rapport au réel. On voit bien qu'il n'y a là rien qui puisse constituer une objection aux notions qu'il a développées. Elles semblent au contraire renforcées. En revanche, j'avoue, par conséquent ici, j'inaugure un dernier ordre de remarques. J'avoue avoir mal saisi la portée que vous avez entendu tirer d'un passage du projet pour justifier, si je vous ai bien compris, l'idée que l'inconscient n'avait d'autre structure que celle du langage. Ce passage, vous ne l'avez pas cité, je pense que c'est celui-ci, vous me l'avez d'ailleurs laissé entendre. Nos propres cris confèrent son caractère à l'objet, alors qu'autrement et à cause de la souffrance, nous ne pourrions avoir aucune notion qualitativement claire. Voilà la question que je pose. Quelle est, à ce moment-là, l'intention expresse de Freud? Elle est de mettre en évidence la valeur de ce qu'il nomme les associations verbales quant à la connaissance de l'objet perçu. Il prend l'exemple du cas où l'objet est un être humain et il dit, en gros, qu'il entre dans cette perception de l'objet deux catégories. Il y a du nouveau, c'est-à-dire du non comparable aux perceptions qui appartiennent aux expériences originelles de satisfaction et de déplaisir, et c'est là, cet élément non comparable, qui fonde l'objet en tant qu'il est non-sujet, en tant qu'il a une structure permanente et reste un tout cohérent. D'autre part, il entre dans la perception précoce de l'objet humain du compris, du reconnu, du jugé, de l'identifié, et ceci en fonction de l'expérience propre du sujet. Cette partie de la perception peut être comprise grâce à une activité mnémonique, c'est-à-dire attribuée à une annonce que le propre corps du sujet lui fait parvenir à soi-même. Et c'est cette dimension-là du rapport à l'objet que Freud met en relation avec l'expression verbale. Autrement dit, la médiation des mots, qui est d'ailleurs, notons-le en passant, secondaire à celle du corps propre, l'attribution à une annonce que le propre corps du sujet lui fait parvenir, cette médiation des mots inaugure notre rapport à l'objet, donne incontestablement des prises sur lui, mais n'est qu'une médiation secondaire. Ni en tant que support, ni en tant que qualifié, en tant qu'il présente telle ou telle qualité, l'objet n'est ici défini par le langage. Est-ce qu'au fond, le rapport à l'objet n'est pas dans le champ des signes verbaux? Il y a d'une part l'objet de pure qualité, d'autre part l'objet affecté du signe, plus ou moins, bon ou mauvais, et c'est seulement la médiation qui est fournie par le langage. Aussi, j'avoue que j'étais plutôt personnellement tentée, si j'ai bien compris le texte, de le rapprocher d'un texte ultérieur, qui n'est certainement pas le texte le plus lacanien de Freud, cela ne constitue pas une raison pour le négliger, je veux dire la dernière section d'un article de 1915 sur l'inconscient, et où il nous est dit de la manière la plus formelle, en prenant appui sur une distinction très ancienne de Freud,
puisqu'elle remonte, je crois, à son texte sur l'aphasie, distinction entre la représentation de mots et la représentation de choses. Premièrement, que la représentation inconsciente est la représentation objectale seule, et deuxièmement, que ce que le refoulement refuse à la représentation repoussée, c'est la traduction en mots destinée à rester liée à l'objet. Le refoulement, c'est la non-traduction. Et nous sommes là très près de la difficulté majeure que pose à Freud, à mon sens, la conception de l'inconscient et qui a ressurgi à toutes les étapes décisives de sa réflexion. Je m'explique. Incontestablement, Freud s'est formé très tôt l'idée d'une série d'enregistrements des représentations, d'une succession stratifiée d'inscriptions du signe. On trouve une telle idée très franchement formulée dans le dernier chapitre de sa main dans sa psychothérapie des études sur l'hystérie. L'image du dossier à propos de la résistance, on la trouve aussi dans la lettre que vous avez citée, la lettre 52. Mais on peut se demander, et j'introduis là une question qui déborde le commentaire du séminaire dernier, si cette conception de la série d'enregistrements dans des lieux différents n'est pas coextensive à la conception de l'inconscient comme constitué tout entier par le refoulement. Voilà ce que je veux dire. On ne peut pas ne pas être frappé qu'aussitôt après ces recherches sur l'hystérie, qui ont permis la découverte du refoulement, Freud se pose la question, l'énigme, de la névrose actuelle où précisément la médiation des signes fait défaut. Et, entre parenthèses, il n'écrit pas le chapitre 4 du projet qui devait, disent les éditeurs, être consacré au refoulement, bien qu'il ait écrit à la même époque que toutes ces théories convergeaient vers le champ clinique du refoulement. Comme si justement il n'avait pas réussi à résoudre cette aporie. D'une part, il y a le refoulement, mais il y a aussi la névrose actuelle. Est-ce que ce texte, si mon hypothèse est juste, qui a trouvé sa cause occasionnelle dans la question de la névrose actuelle, ne pourrait pas trouver son aboutissement dans une solution au problème du refoulement qui tiendrait compte des deux? Plus tard, dans sa deuxième grande tentative métapsychologique, si on fait entrer la Traumdeutung dans la première, dans la série d'articles réunis sous le titre de Métapsychologie, ouverte par le narcissisme, dans cette seconde tentative, Freud montre son embarras à montrer le refoulement de l'affect. Il commence uniquement à parler du refoulement de la représentation, puis tout à coup, il introduit l'affect en se demandant justement si l'affect peut être réellement refoulé, et pour finalement reconnaître, dans le texte sur l'inconscient, un examen superficiel pourrait faire croire que les représentations conscientes et inconscientes sont des enregistrements différents. Là, il s'inscrit en faux contre ses thèses antérieures, topiquement séparées du même contenu. La réflexion montre tout de suite que la réalité de la réflexion faite au patient et du souvenir refoulé, le fait d'avoir entendu et d'avoir vécu quelque chose, sont de nature psychologique tout à fait différente. Il ne s'agit pas de prendre à la lettre un passage pour dire « avant il s'était trompé », comme il arrive à Freud de le faire, de dire « jusqu'ici je n'ai pas compris ». Mais cela montre qu'il y a un rapport dialectique entre ces deux façons de voir. Il me semble même que, plus tard, le paradoxe ressurgit encore avec le paradoxe de la répétition du trauma qui inaugure au-delà du principe du plaisir, car le trauma
s'il peut rétroactivement prendre valeur de symbole, n'en est pas moins vécu dans son origine comme échappant justement à toute espèce de symbolisation. Alors il me semble qu'il y a là témoignage pour Freud. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui est irréductible au refoulement, mais au refoulement primaire, donc refoulement primordial, dont il a pourtant, à une période du texte sur l'inconscient que j'ai cité, établi la théorie qui, je crois, s'amorce avec le cas Schreber, c'est-à-dire en 1911. Je vois là autant de traces d'un dualisme présent, évidemment dans des registres différents, avec un contexte d'expérience clinique tout à fait différent. Mais on pourrait retrouver d'une façon plus précise que je ne l'ai fait là, à différentes étapes de sa réflexion, l'indice que Freud n'a pas réussi à surmonter cela et qu'on pourra peut-être surmonter, comme nous y invite, je crois, si je comprends bien, le docteur Lacan, en nous montrant le sujet dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de topique généralisé, moins comme porteur de signifiants que comme porté par lui, que comme exposé de part en part par ses lois. Et alors seulement, il serait possible de prendre l'inconscient, sinon Freud, à la lettre.